Enfin, on est où dans les 12 travaux d'Hercule? Enfin, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Très 90s, ce petit style, très Alia. J'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je sors tellement peu que de toute façon je ne peux porter mes bérets qu'en intérieur, donc bon. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique. Au début je me suis dit que j'allais passer outre, que je l'avais lu, que j'allais passer à autre chose et tout, mais du coup étant donné que j'ai forcé ma copine Laura à le lire et qu'elle a eu exactement le même avis que moi, elle m'a dit il faut absolument que tu fasses une vidéo parce que là on a beaucoup trop de trucs à dire, je suis sûre que tu pourras trouver plein de choses à soulever et effectivement elle avait raison. Donc il y aura très probablement des spoilers dans cette vidéo. Je sais pas si encore si je vais les mettre à la fin de la vidéo, au début de la vidéo, si ça va être un mélange, mais je pense que ce sera plus vers la fin. Donc au pire j'essaierai de les signaler par une bande blanche, comme ça au moins si vous voulez pas regarder les spoilers, bah vous pourrez toujours quitter la vidéo. Si vous avez regardé ma vidéo, je classe les livres que j'ai lus en 2020 selon des mèmes, vous verrez que j'ai fait un classement selon des mèmes que je trouvais drôles et dans ce classement j'y ai placé les livres que j'ai lus. Et en ce qui concerne Un palais d'épines et de roses, je l'ai classé donc à la position Stop Trying to Make Fetch a Thing, le même qui est issu du film Lolita malgré moi, Mean Girls, parce que ce livre ne m'a pas du tout convaincue. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un livre qui est très populaire sur Booktube et sur Bookstagram depuis quelques années, surtout en ce moment, là il traîne absolument partout, et qui a été publié en 2015 par l'autrice Sarah J. Maas. La couverture se présente comme ceci, je vais essayer de l'afficher quelque part sur l'écran parce que je ne l'ai pas physiquement. On remarquera que tous les livres que j'aime pas particulièrement, je les ai que sur Kindle parce que ça m'évite de voir en fait, de les voir tous les jours dans ma bibliothèque et de remettre en question le monde de l'édition. Donc je préfère les garder dans un coin rangé sur Kindle et après les supprimer comme ça au moins j'ai pas à les voir tous les jours. Pour le plot, c'est l'histoire de Fer qui est une humaine et qui vit avec ses deux sœurs et son frère et qui un jour va aller vivre dans le royaume des Fae parce qu'elle aura tué un Fae et apparemment ce sera sa punition d'aller vivre avec eux. Alors déjà premièrement au début je ne savais absolument pas que c'était une réécriture de La Belle et la Bête, donc j'étais en train de lire et plus j'avançais et plus je me disais ah mais ça me fait penser à La Belle et la Bête, jusqu'à ce qu'on me dise que effectivement c'était bien une réécriture de La Belle et la Bête. Donc le clown que j'étais en mode waouh, peut-être que si je l'avais su bah du coup je ne l'aurais pas lu, au moins j'aurais été préparée, mais alors là c'était la totale surprise. Et je ne sais pas pourquoi mais quand j'ai lu Faye j'ai pensé à Elf et donc j'étais là en mode Legolas c'est toi, mais bon évidemment non, j'ai bien compris que ce n'était absolument pas Legolas, que ça n'avait rien à voir avec le Seigneur des Anneaux, hein, voilà. Donc là normalement il y a tous les fans du Seigneur des Anneaux qui vont signaler ma vidéo et quitter la vidéo parce que la comparaison est juste complètement ridicule, mais pour le coup ça n'a vraiment rien à voir, donc je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau, mais je sais pas, je fais des associations un peu étranges parfois. Du coup, étant donné que je ne savais absolument pas ce qu'étaient les faits, et bien je suis allée chercher, et tenez-vous bien, Wiki Mythologie nous dit donc que les fays sont une espèce fluide et changeante. Transformation et illusion rendent la tâche de définir les fays extrêmement ardue. De plus, il existe une myriade de races de fays différentes. Beaucoup d'entre elles se sont éteintes et plus encore sont en voie d'extinction car malgré leurs immenses pourvoirs, ils ont de nombreuses faiblesses et il leur est souvent difficile d'avoir des enfants. Donc concrètement, pour les définir, c'est des métamorphes qui ont les oreilles pointues et qui ont plein de pouvoirs. Ouais, concrètement, c'est ça, ouais. Et du coup, pour en revenir à Fer, elle habite avec son père qui est tout à fait inutile et avec ses deux sœurs qui ressemblent étonnamment à Anastasie et Jabot dans Cendrillon, qui sont juste horribles. Et ils vivent tous ensemble dans une forêt. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était très Katniss Everdeen comme vibe au début. Donc là, juste à partir de ce moment, on a déjà vu la vibe se dessiner en mode de non, mais elle est pas comme les autres filles, elle est pas superficielle, elle prend les choses en main et tout. Donc j'étais là en mode ok, tant mieux pour toi, hein, pourquoi pas. Et donc l'histoire commence véritablement au moment où il y a une grosse bête poilue qui entre dans la cabane où habitent Fer et ses sœurs avec son père pour les accuser d'avoir assassiné un des siens, un Fae du coup. Et il est là en mode assassin. En plus c'est écrit en lettres capitales, du coup ça donne un effet genre tellement dramatique mais trop recherché dans le drama que j'ai trouvé ça super drôle. Enfin pour moi cette scène était ridicule, ça n'avait pas trop de sens, mais bon voilà. Et en gros qui les accuse de meurtre et qui dit que en réparation et celui qui a tué son ami doit venir avec lui dans le royaume des fées. Donc j'étais en mode ok, ouais c'est bizarre pour commencer une histoire, but why not I guess. Donc Fer arrive dans ce royaume qui est juste magnifique, qui est incroyable, où elle peut manger à satiété, où c'est quasiment certain qu'on va pas lui faire de mal parce que je vois pas l'intérêt de l'amener avec eux pour la tuer ensuite, ça n'a absolument aucun sens. Mais comme c'est une petite sotte, elle cherche à s'échapper, ce qui n'a absolument aucun sens parce que c'est une humaine et eux ils ont des pouvoirs incroyables, donc dans tous les cas même si tu t'échappes, ils vont réussir à te retrouver. Donc ça n'a pas de sens.
réfléchit un petit peu. Donc vous voyez un petit peu là, à partir de ce moment-là, elle commence déjà à devenir un peu chiante. Donc elle n'arrive pas à s'échapper, elle est obligée de rester et elle en apprend un peu plus sur l'environnement dans lequel elle doit évoluer. Et elle apprend qu'il y a une malédiction qui règne sur le royaume et qui fait qu'en fait les fées doivent porter des espèces de masques et qui peuvent jamais les enlever et que le masque leur couvre le bas du visage, je crois, un truc comme ça. Nous, pendant le Covid, en fait, j'étais en train de monter, je me suis dit ça. Je me suis dit, en fait, vous n'êtes pas si spécial que ça. Vous n'êtes pas les seuls à devoir porter des masques. Hein. Et ils doivent continuer à porter ces masques parce que quand la malédiction les a frappés, ils étaient à un bal masqué. Et du coup, moi, j'étais là en mode, c'est intéressant, ça veut dire qu'ils sont perpétuellement bloqués dans cet état où ils pensaient qu'ils allaient passer la meilleure soirée de leur vie. Mais en fait, non, il y a une sorcière qui est arrivée et qui a fait, vous avez trop cru, mais en fait, pas du tout. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Et le truc avec le personnage de Fer, c'est qu'en apparence, elle paraît relativement intelligente, elle est débrouillarde, etc. Elle subvient aux besoins de sa famille. Mais d'un autre côté, elle fait des trucs tellement stupides, genre sortir au plein milieu de la nuit alors qu'on lui a dit ne sors pas au plein milieu de la nuit, c'est dangereux. Et après, elle est obligée de se faire sauver comme une demoiselle en détresse. Enfin, pour le coup, j'ai vraiment pas compris. Ok, ta famille te manque et tout. Enfin, te manque. De base, tu les aimes pas non plus de ouf, donc je comprends pas quelle est cette volonté absolue de vouloir les retrouver alors qu'ils foutent la flemme. Mais même si je me sentais un petit peu mal pour elle au début, à la fin j'étais là en mode gros, tu veux aller où de toute façon? Tu peux pas t'échapper, donc ça sert à rien. Et il y a un truc qui m'a fait trop rire, c'est genre dans le royaume des fées, il y a une espèce de coutume étrange où une fois par an, ils ont une soirée bizarre et en gros son geôlier est obligé de se rendre à cette soirée, il doit s'accoupler avec des femmes fées, mais il a pris une espèce de drogue donc il est pas vraiment lui-même et comme cette sotte, elle s'est évidemment fait la malle pendant cette soirée, il retrouve son odeur, il la renifle et tout et genre il la plaque contre un mur et il se met à la renifler et j'étais là en mode Monsieur, un regard insistant, c'est 90 € d'amende, donc faut éviter ce genre de choses. Hein. Et en fait, ce qui est paradoxal dans ce roman, c'est que d'un côté, il se passe rien, mais d'un autre côté, quand il se passait des choses, j'étais tellement sceptique et confuse que je me disais, mais je sais pas si je préfère quand il se passe rien ou quand il se passe des choses. Enfin, vous savez, c'est le genre de lecture où vous lisez, vous aimez pas, mais vous détestez pas non plus parce que c'est pas horrible, mais d'un autre côté, vous êtes là et vous vous dites, mais qu'est-ce que je lis, enfin, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'étais tellement blasée et tellement sceptique que je suis allée voir sur Goodreads pour voir s'il y avait des gens qui avaient le même avis que moi et je suis tombée sur un avis qui résumait totalement ce que je pensais. Et en fait, la fille qui avait lu Un palais d'épines et de roses s'est arrêtée à 30%. Et dans les commentaires, les gens disaient bah, il faut que tu ailles jusqu'à la fin et tout, c'est à la fin que tu vas comprendre parce que toutes les explications et tout, c'est à la fin du roman que ça prend place, tout ça, tout ça. Et donc, je me suis dit, bon. Je vais lui donner sa chance, je vais aller jusqu'à la fin. Et vous savez quoi? Et ben j'ai quand même été déçue. J'aimerais aussi parler du personnage de Rhysand parce que c'est censé être le pantin de la grande méchante, celui qui obéit à ses ordres et tout, mais tu sens à 10 000 km qu'en fait il est pas si méchant que ça. Et tu le sens, je l'ai senti, mais tellement venir de loin le triangle amoureux qui allait se profiler là, parce qu'il le présentait tellement comme quelqu'un d'horrible et tout, faire qui faisait qu'elle lui dire ah, allez au diable. Je savais, je me suis dit c'est bon, dans le 2 ils vont nous sortir un triangle amoureux, j'en suis sûre, je le sens à 10 000 km, on me la fait pas à moi, on me la fait pas comme ça. Et là où le mât se blesse, c'est que je vois qu'il y a plein de gens qui l'aiment trop et tout, je sais déjà ce qui va se passer dans la suite, donc bon, voilà. Mais quand même, le gars a quand même fouillé dans son cerveau, il lui a fait du chantage, il l'a drogué, il a fait s'asseoir sur ses genoux, il l'a exhibé devant tout le monde. C'était un peu en mode agression sexuelle et je suis là en mode... on va vraiment partir sur ça. Encore. Maintenant, là, genre au 21e siècle, en 2020, non, c'est pas fini ce genre de choses. J'aimerais aussi parler du moment où Fer se jette la tête la première dans le domaine d'Amaranta, alors qu'elle n'a aucun plan, aucun pouvoir, aucun moyen de pression. Ça n'avait aucun sens. Je me suis dit, mais tu ne peux pas être aussi stupide. Amaranta, elle est dépeinte comme la grande méchante, celle qui a lancé la malédiction et tout, elle est vraiment horrible, elle déteste les humains. Et toi, une humaine, tu arrives comme ça, chez elle, et tu te dis, bof, j'y vais, je vais improviser. Mais qu'est-ce que... Et en parlant du personnage d'Amaranta, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je comprends pas. Déjà, elle fout la flemme, mais genre, elle fout vraiment la flemme. Et en plus, elle est trop bizarre. Enfin, on dirait qu'elle a le nez dans la coke. Moi, je me la voyais vraiment comme une meuf qui sniffait de la coke, concrètement, on va pas se mentir. Et puis, c'est vraiment la méchante pour être une méchante. Enfin, on sait pas ce qu'elle fout là, on connaît pas sa backstory. Enfin, on connaît sa backstory, mais très très vite fait. Comment est-ce qu'elle a lancé la malédiction? Pourquoi? Comment?
trop bizarre, trop bancal. Son personnage est trop bancal. Il était typiquement juste mis là parce qu'il fallait une méchante et du coup on l'a foutu là. Mais elle m'a fait penser aux méchants dans les Totally Spies. Vous savez quand à un moment dans l'épisode ils réussissent à capturer les spies et ils font bon maintenant que vous êtes aux mains de ma super machine je vais aller détruire le monde ha ha ha. Et après les Totally Spies elles trouvent toujours un moyen de s'échapper. Bah, elle m'a fait penser à un méchant comme ça, un méchant en carton tout claqué, tout nul. Et puis la malédiction, elle est tellement bizarrement faite. Il y a 10 000 conditions. Il faut que ce soit ça, et qui est ça, et qui est ça, et qui est ça. Ça n'a aucun sens. J'avais l'impression d'être dans un cours de droit où t'as un principe, mais t'as une exception, l'exception de l'exception, mais l'exception de l'exception de l'exception. Enfin bref, un bordel. J'ai vraiment pas compris ce qui se passait. Et vraiment, le truc que j'ai trouvé qui n'avait aucun sens, c'est que Amaranta est décrit comme quelqu'un qui est extrêmement cruel, qui déteste les humains et tout. Mais quand Faye se pointe chez elle, certes, elle l'enferme dans un cachot, mais elle lui dit tu sais quoi, pour gagner ta liberté, tu vas passer 3 épreuves. Si tu réussis les 3 épreuves, tu pourras être libre et obtenir tout ce que tu veux. Ce qui n'a clairement aucun sens. Enfin, qui fait ça? Je te donne 3 épreuves et puis après tu pourras prouver ta valeur. Enfin, on est où dans les 12 travaux d'Hercule? Enfin, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. En plus, elle est clairement super petty parce qu'elle a donné une épreuve à faire où en gros elle devait lire un truc alors qu'elle sait très bien que la pauvre Fer ne sait pas lire, donc elle est en train de struggle à mort. Et je me suis dit, mais oh, t'abuses quand même, t'es une gamine, t'es un enfant, Amaranta a grandi. Et attendez, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que Amaranta, elle donne une énigme à faire. Elle lui dit, oui, si tu réussis à trouver l'énigme et tout, t'auras pas besoin de passer les épreuves, tu seras directement libre, tu pourras obtenir tout ce que tu veux. Et déjà, l'énigme, elle est claquée au sol, mais genre claquée au sol. Je me suis dit, waouh, mais Bilbo et Gollum, ils ont graffé des énigmes qui étaient beaucoup mieux et ils les ont enchaînées, tu vois. Enfin, l'énigme est nulle. Bon, après, je pense que j'aurais pas trouvé la réponse parce que je suis nulle en énigme, mais genre vraiment nulle. Tout ce qui est jeu de logique, énigme et tout, je suis nulle. Mais là, son énigme, elle était claquée. Elle était vraiment claquée. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'apparemment, tout le monde à la cour avait la réponse, que pendant les épreuves, elle faisait que se faire aider par Harrison parce que lui aussi, il veut se débarrasser d'Amaranta. Mais bizarrement, il lui a pas donné la réponse de l'énigme. Et j'étais en mode, mais pourquoi tu ne lui as pas donné la réponse? Enfin, on aurait pu venir à bout de ça beaucoup plus rapidement. Enfin, je ne sais pas, pour moi, c'est étrange. Et ce qui est super drôle, c'est la scène où elle trouve la réponse de l'énigme. La meuf est en train de mourir parce qu'elle s'est fait taillader, je crois. Ou elle est en train de se faire battre. Je sais plus, mais en tout cas, elle est en train de mourir. Et elle est là en train de mourir et elle fait la réponse, c'est l'amour. Et je me suis dit, mais c'est une blague, qu'est-ce qui se passe? Genre, elle a trouvé la réponse alors qu'elle est en train de die, ça me fume, franchement, ça me tue. Et ce qui est encore plus drôle, c'est qu'à la fin, elle est en train de mourir, genre, elle est dans les airs, elle voit son corps au sol et tout. Et elle voit qu'ils ont réussi à se débarrasser de la méchante d'Amaranta et tout, parce que bon, faut pas abuser quand même, elle n'allait pas gagner. Et du coup, les autres grands faits des autres cours, là, ceux qui ont le plus de pouvoir, décident de lui faire don d'immortalité. J'étais là en mode, ce n'est pas sans me rappeler une certaine scène, tout ça. Quand j'ai terminé ce livre, j'ai mis ma Kindle en veille et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je viens de lire? Je comprends pas, je suis vraiment confuse, je ne comprends pas. Enfin, pour moi, c'est vraiment Twilight. Pour moi, les Fae sont les nouveaux vampires. Déjà, rien que la manière dont ils sont décrits, ça ressemble extrêmement à la manière dont Stephanie Meyer avait de décrire ses vampires dans Twilight. Donc voilà, mais là, ça c'était trop. J'ai fait, mais en fait, c'est le nouveau Twilight. Et encore, Twilight, je trouve ça mieux parce que t'as des scènes iconiques, genre des vampires qui jouent au baseball, alors que là, pas du tout. Mais ouais, j'ai vraiment pas trouvé ça ouf. Le world building aussi, j'ai trouvé ça un petit peu faible. Enfin, c'était pas la folie. Après, peut-être que dans les autres tomes, ils approfondissent un petit peu plus en ce qui concerne le monde, les faits et tout. Mais là, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui coïncidaient parce que pour le bien du plot, fallait que ça coïncide. Mais voilà. Mais c'était drôle, franchement, comme lecture. Avec le recul, je me suis dit que c'était drôle. Je sais pas si je lirai la suite. Au début, je me suis dit oui, j'avais commencé, j'ai lu les 20 premiers pourcents du tome d'après. Ça m'a saoulée. J'ai sauté à la fin parce qu'il y avait un truc que j'avais senti à 1000 km qui allait se passer et je suis arrivée et ce truc s'est bien passé, donc j'étais là en mode oh, je vais pas continuer. Mais vu comment ça m'a bien fait rire, n'empêche de faire cette vidéo, peut-être que je vous referai une vidéo critique du tome 2 de... Bah c'est pas à Cotard, ça s'appelle Un palais de brume et de colère, je crois. Dites-moi si ça vous plairait. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu Un palais d'épines et de roses, si ça vous a plu, si vous faites partie des fans ou pas, on peut échanger, hein, pas de soucis. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.